14 juillet mortel. Le défilé militaire sur les Champs-Élysées s'achève et il a tenu toutes ses promesses. Il nous a rappelé que la France était un grand pays, à l'histoire importante et répondant à des valeurs républicaines. Après le défilé, et comme chaque année, les deux chaînes principales de télévision réalisent une interview du chef de l'État. François Hollande tente alors de répondre aux critiques qui lui sont faites par David Pujadas et Gilles Boulot. Il s'agace lorsqu'on lui parle du salaire de son coiffeur, dont la rémunération de 9 900 € par mois a été dévoilée voici quelques jours par le Canard enchaîné. Il s'agace également lorsque les deux journalistes lui parlent de son ministre de l'économie, en la personne d'Emmanuel Macron, qui se prépare vraisemblablement pour les élections présidentielles de 2017. Mais peu importe tout cela. Martine et André savent bien que la parole du chef de l'État n'a plus grande valeur en cette fin de quinquennat. La journée se passe, elle est belle. Le ciel est bleu et le Mistral entêtant qui sévissait depuis quelques jours s'est bien estompé. Tous deux se disent que le feu d'artifice de ce soir ne devrait donc pas être reporté et qu'ils en profiteront en se rendant au bord de mer, sur la promenade des Anglais, à Nice. La soirée débute et le monde commence peu à peu à s'amonceler sur le bord de la Méditerranée, non loin de l'hôtel Negresco. Les gens viennent, de plus en plus nombreux, pour profiter d'une fête historique dont chaque Français se doit de prendre part. Le soleil disparaît peu à peu, laissant au loin paraître les doux reflets d'un astre qui semble fatigué et qui part se reposer pour revenir de plus belle le lendemain. Il est près de 22 heures et Martine et André se préparent pour rejoindre la foule et apprécier les fusées dans le ciel. Martine s'impatiente car André n'est pas très rapide pour se préparer et elle craint de manquer le début du spectacle. Le temps de passer une chemise soigneusement préparée par sa concubine, André finit enfin par lasser ses chaussures. « Bon, on y va, oui ?» lâche-t-il alors à Martine, qui ne peut lui répondre que par un soupir déconcerté. Ils sont comme ça tous les deux, c'est leur manière de fonctionner au quotidien. Le soleil ne laisse paraître à l'horizon qu'un dernier éclat avant de s'éteindre pour quelques heures. Martine et André arrivent sur la promenade des Anglais et ils se feraient un chemin pour rejoindre un endroit où ils pourront s'appuyer. La foule grandit à vue d'œil. Des marchands à la sauvette vendent des gadgets aux couleurs bleu, blanc, rouge. Il y en a même qui clignotent à tout va et qu'il faut porter sur la tête. Les enfants sont ravis. L'ambiance est sympathique. L'ambiance est clairement festive. La température est agréable et tout le monde est présent avec un sentiment de liesse et de communion. C'est la fête du pays après tout. Tous les citoyens se retrouvent et s'unissent, ici à Nice, comme dans la plupart des grandes villes du pays. Le soleil est à présent couché. Il a épuisé ses forces pour cette journée et va se charger d'éveiller désormais d'autres fuseaux horaires. Tout le monde patiente et attend le lancement de la première fusée qui ouvrira le bal de ce feu d'artifice tant attendu. Les enfants ont les yeux complètement écarquillés et les plus jeunes sont sur les épaules de leur papa. D'un coup, toutes les lumières de la promenade des Anglais s'éteignent. Seules les enseignes des hôtels et des restaurants du front de mer restent allumées. C'est le signal que le spectacle va commencer. On entend ici et là des « Ah !» puis des « Enfin !» La liesse populaire est prête et les artificiers le sont aussi. La première fusée était bleue, puis explosa dans un second souffle en rouge, puis en blanc. Les enfants en avaient plein les yeux et ils vivaient ce spectacle comme s'il s'agissait d'un tour de magie venu du ciel. Les minutes s'égrènent et le spectacle est clairement apprécié par tous. 10 minutes déjà que la foule en prend plein les yeux et plein les oreilles. Bientôt 15 minutes et Martine se dit alors qu'il faudrait penser à s'éloigner de la foule de suite avant que tout le monde ne se masse et bouge après le spectacle. Ils regardèrent, sans le savoir, l'avant-dernière explosion dans le ciel qui détonnait comme jamais. Tant de bruit et de lumière qui ne semblaient plus vouloir s'arrêter ne pouvaient que souligner la fin du feu d'artifice et son final. Ils s'éloignèrent donc tous deux, presque discrètement,
presque sur la pointe des pieds, et se dirigèrent vers leur appartement à quelques dizaines de mètres de là, laissant la foule et autres fêtards derrière eux. Quelques minutes plus tard, remis de leurs émotions après ce spectacle bruyant mais admirable, ils s'apprêtaient à se changer pour la nuit. Mais ils décidèrent de profiter un court instant de leur petite terrasse et de cette douce soirée, comme le sud de la France sait si bien les organiser. Tout était parfait. Aucun nuage n'encombrait le ciel et les étoiles pouvaient ainsi s'exprimer librement. Elles brillaient et laissaient entrevoir la voûte céleste dans un noir profond que nul artiste peintre, si talentueux soit-il, ne saurait imiter. Les voitures aux alentours s'étaient tues pour permettre la circulation des piétons en ce jour de fête. Le calme était alors presque absolu dans cette ville habituellement traversée de part en part. Quand tout à coup, assis sur leur terrasse, Martine et André se regardèrent, l'air surpris. Ils entendirent au loin des sirènes de police, puis des sirènes de pompiers, et même ceux qui ressemblaient à des cris de détresse. Ils étaient à l'abri dans leur appartement, au sommet de leur immeuble, et ne comprirent pas de suite ce qui se tramait non loin de là. Inquiets et dans l'expectative, ils allumèrent la télévision presque comme un réflexe. Les informations ne mirent que quelques instants pour rapporter les événements. Sur les dernières minutes du feu d'artifice de la ville de Nice, un homme au volant d'un poids lourd avait chargé au hasard la foule avant qu'elle ne se disperse, à l'endroit même où Martine et André avaient choisi de s'installer quelques minutes plus tôt. Plus de 80 personnes perdirent la vie dans ce macabre geste, dont 10 enfants et adolescents. Tous écrasés par un camion fou piloté par un homme dont la nationalité était franco-tunisienne. Un homme certainement très dérangé et dont la capacité mentale ne devait pas excéder celle d'une huître. Probablement influencé par les terroristes qui sévissent depuis des années à travers le monde, cet homme sans humanité se croyait certainement investi d'une mission divine liée à sa foi. Un homme qui a, lui aussi, perdu la vie par l'action immédiate, mais malgré tout trop tardive, de la police qui cribla de balles la cabine du véhicule devenu fou. L'homme était déjà connu des autorités pour violence avec armes, et il retira la vie à 86 innocents, de la pire manière qui soit, faisant ainsi preuve d'une lâcheté sans nom. Le lendemain matin, lorsque l'information fut connue de tous, Martine et André reçurent de nombreux appels, car leurs proches les savaient à proximité de cette atrocité. Ce jour-là, j'ai failli perdre mon père et ma belle-mère, Martine et André. Lorsque j'ai appris au réveil ce qui s'était produit la veille au soir à Nice, pour la première fois je me suis senti directement concerné par ces événements que les informations nous rendent tellement banals. Force est de constater que Martine et mon père ont peut-être tout simplement échappé à la mort en ce 14 juillet 2016, parce qu'ils ont eu le réflexe de quitter les lieux quelques minutes avant le drame. Leur heure n'était pas encore venue, mais l'était-elle pour autant pour les 86 hommes, femmes, enfants qui sont morts ce jour-là ?